le retour en classe, le regroupement des oiseaux pour leur migration, la diminution de l'ensoleillement, le cycle des saisons se poursuit et la période estivale fait maintenant place à l'automne. Pour les producteurs de cultures végétales, l'automne est l'aboutissement, l'heure des résultats. Les récoltes battent leur plein à la ferme Fabien Villeneuve. Toute l'équipe est à pied d'œuvre et aucun effort n'est ménagé pour réaliser le travail dans des délais convenables et surtout quand la météo est favorable.
Pour Alexandre, le suivi de son troupeau est primordial et il n'hésite pas à s'adjoindre des professionnels pour l'accompagner et l'aider dans cette expertise. Je suis avec Alexandre pour faire le suivi du troupeau. En fait, on fait tous les mois, on fait un suivi sur les données des vaches pour la production puis pour la santé en général. Aujourd'hui, on va faire une tournée d'étable ensemble. Puis on va regarder un petit peu les correctifs à apporter. Puis s'il y a de quoi, bien, les ajustements vont être faits. Ouais. Là, Dans l'alimentation. dans l'alimentation, en général, dans les pratiques, par séquence des vaches, vêlage, lactation. Parce qu'à chaque mois, on prend. Il y a une contrôleuse laitière qui vient faire un matin ou un soir dans le mois. Elle vient faire une tournée avec nous autres, puis elle prend des échantillons de lait pour chacune des vaches. Chaque vache a leurs propres données par rapport à la quantité de gras, la quantité de protéines, l'urée. Ça va loin, là, Luc. La santé, oui, c'est ça. On peut avoir jusqu'à le comptage de cellules somatiques qui indique un niveau de santé du troupeau puis de la qualité du lait aussi. Fait que ici, c'est pas vraiment un problème parce qu'en général, tout se passe bien. Puis la santé du troupeau est quand même à un niveau acceptable, puis même bien. Fait que, les derniers mois, la transition était plus difficile. Fait que c'est pour ça que parce que Luc est nouveau quand même depuis dans les 3 derniers mois, on l'a fait introduire dans notre équipe. Parce qu'on avait des petits problèmes à la transition. On a perdu quelques vaches à cause que les vaches, c'est comme une Formule 1 si on veut, les vaches. Là. Fait qu'il faut que tu les nourrisses avec du super, mais là, on avait de la misère à trouver c'est quoi qui lui manquait. Là. Fait que là, avec Luc puis notre autre conseiller, Olivier Boilly de chez Nutrinor, on a réussi à travailler en équipe là, pour résoudre cette problématique-là. Fait que là, on fait un suivi serré là, de tout ça. Là. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé dans le mois, puis on va apporter correctif. C'est la 98 qu'on parlait tantôt en maison, c'est celle-là. OK. Ça, c'est celle-là qu'on parlait qu'elle faisait. Qui était soupçonnée un peu de... Soupçonnée un peu d'acétonémie, mais que là, elle s'est replacée, celle-là. OK, c'est bon. Fait que ça, c'en est une qui est partie avec le nouveau programme. Oui, avec le nouveau programme. Elle a comme été, je dirais, aux 3/4 avec le nouveau programme. Là. OK. C'est à la fin. Les fumiers sont quand même variables. Les fumiers sont variables. Là. OK. Tu sais, gars, celle-là, c'est la grosse productrice de l'heure, la 32, là, elle donne 60 kilos par jour. Là. J'avais eu... Ta dernière analyse d'ensilage était bonne. Oui. La conservation restait bonne aussi. La conservation, oui. Non, la consommation. Oui, consommation restait super bonne. OK. Ça, j'ai pas vu de changement parce que ça, ce silo-là, ce qui est arrivé, c'est que quand on a mis l'ensilage d'avant, on prenait déjà l'ensilage dedans, fait que il n'y a pas eu genre de laps de temps. Là. Le matin, on a fini de prendre l'ensilage dedans, on l'a rempli, fait qu'il n'y a pas eu de pourriture en dessous. OK. J'ai pas eu 2 strates d'ensilage, j'ai pas eu de problème de conservation là-dedans. Là. Puis la consommation, ben belle. Là. Comme là, je sais qu'il va en avoir hâte que je lui donne le stock. Là, Ouais. Il lui reste un chariot à donner pour la journée. Là. Parfait. C'est ça, c'est une deuxième veau. Là. Elle est rendue à 100 jours en lait. Là. OK. Le gars, le fumier ressemble à ça. Là. Parfait. Fait que là, l'augmentation, elle est rentrée dans les 15 jours. Hein? Oui. Fait que là, le rumen est stabilisé. Puis... Oui, celle-là, puis je pense même qu'elle est gestante, elle-là, là, si je me trompe pas. Là. Ouais, tu me parlais des chaleurs, ça va bien? Les chaleurs, ça va vraiment bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des chaleurs, que des fois, on retrouve deux vaches dans le même stall. Tu sais, une vache qui se plaint toute la journée, là, ça faisait un maudit bout que ça peut arriver. Là. OK. Puis, Bon, c'est une bonne nouvelle. oui, oui, bonne nouvelle, ça. Oui, parce qu'elle est obligée de deviner si elle est en chaleur ou pas, là, c'est plate en tabarouette, là, quand... Super. On continue à faire notre tournée tranquillement. Ouais. T'as-tu plusieurs vaches que tu vas tarir prochainement? Ou... Quand même, je n'ai 6 à tarir, là, OK. très prochainement, mais tu sais, ce qui est plaisant, c'est que va falloir les tarir, puis ça donne encore 25 kilos de lait, là, 25 à 30, là. OK. Fait que là, ben là, je me préviens plus d'avance, là. Une semaine avant, là, j'ai les tasse juste dans les vaches taries. OK. Puis je m'en vais étirer là, une fois par 2 traites. Tu peux Là. les concentrer complètement. Ah oui, concentré là. Aussitôt qu'on m'apparaît dans 20, tu sais, parce que le logiciel m'avertit 21 jours avant son tarissement, il m'avertit. Puis je m'en vais tout de suite couper ce qui reste de supplément aux affaires même. Je l'en mets tout de suite en même un tarissement, là, un 350 grammes de 350 grammes de VT03C. Là. OK, c'est bon. Juste par curiosité, tu as combien de génisses dans ton troupeau au total? Mettons, des jeunes veaux, là? Ouais, des taures. Hey, Seigneur. Ah, les tares, on a 60, OK. si je me trompe pas. OK. Exactement, le logiciel me le dirait, là, mais je varie dans ça. Là.
OK, c'est beau. Non, je te pose la question parce que je voulais revenir au taux d'élevage de tantôt, là, qu'on était à 33 % Ouais, OK. C'est-à-dire que si on veut faire un genre d'estimé, voir si on est en montant ou en diminuant. Ouais. Fait que, c'est ça. OK, on checkera ça. OK. Parce que j'ai 40 places attachées. 40 places attachées, une quinzaine là, ouais, ça, 60, 65, là, ça varie là-dedans. OK. Tout le temps, ouais. Bonjour Gilles. Bonjour François. Aujourd'hui, tu nous amènes dans l'historique de la production bovine. Oui, ça c'est encore un sujet que je pense qui est très pertinent et intéressant. Alors, on va parler de l'élevage des animaux de boucherie, puis tout ce qui consiste, tout ce qui entoure la boucherie. Puis quand on disait faire boucherie, ben c'est ce dont on va parler aujourd'hui. OK, la production de viande en général. La production de viande en bovine. général, OK. absolument. François, avec l'avenue de l'hiver, il est encore courant d'entendre l'expression « faire boucherie », une autre expression consacrée. Elle fait toujours référence de nos jours aux provisions de nourriture, bien qu'elle n'ait pas tout à fait la même incidence. À l'époque, les agriculteurs devaient se préparer à l'hiver en abattant quelques animaux. Il s'agissait surtout de porcs qu'on dépeçait nous-mêmes afin d'en conserver la viande. Cela permettait aussi de fournir la quantité nécessaire de nourriture à la famille durant la saison froide. Et par le fait même de réduire la quantité de bouches à nourrir sur la ferme. En effet, il fallait s'assurer que le fourrage et les grains à disposition étaient suffisants pour subvenir aux besoins du bétail pendant ces longs mois d'hiver. Il faut se rappeler que la plupart de nos ancêtres ne disposaient pas de glacières ou de réfrigérateurs avant le début du 20e siècle. Le froid naturel de l'hiver facilitait donc la conservation des aliments. L'arrivée des grands froids concordait aussi, la plupart du temps, avec le départ dans les chantiers. Les cultivateurs faisaient boucherie en prévision de ce départ. L'élevage d'animaux de boucherie, François, semble être une activité assez répandue au Saguenay-Lac-Saint-Jean dès la fin du 19e siècle. Elle connaît bien sûr des hauts et des bas en fonction des années. Ça varie évidemment avec les années. Au départ, on fait surtout usage d'abattoirs artisanaux dans la région. On vendait les animaux dans des encans et l'expédition de viande de boucherie dans les grands centres est aussi de mise. On note d'ailleurs des envols par bateau à partir de la région jusqu'à Québec dès 1870. Ça a eu comme conséquence de faire augmenter les prix de la viande transformée dans les marchés. François, parmi les races de bovins de boucherie, on compte principalement les Angus, Charolais, Galloway, Hereford et Simmental. On importe beaucoup de vaches des États-Unis et aussi de l'Ouest canadien et même de la Nouvelle-Zélande. Prenons l'exemple du troupeau de Marie-Joseph Mailloux et de Géraldine Laliberté de Normandin qui comptait dans ses débuts 60 vaches Hereford et un taureau Simmental
Le couple a par la suite acquis des bisons. Eh oui, des bisons qui passent à 300 têtes au total sur une terre de 560 acres. Marie-Joseph a finalement quitté le domaine en 1974 après bien des années d'expérience avec ce type de production animalière. Pour ce qui est des premiers regroupements des producteurs, il existe déjà 5 syndicats d'élevage dans la région en 1915. 30 ans plus tard, en 1945, on répond à une demande du syndicat de l'Union catholique des cultivateurs de Normandin, l'UCC, et on fonde des abattoirs du Saguenay. Les installations prennent alors place à Saint-Bruno en 1949. Dans les années 1970, les 56 éleveurs de bœufs et de boucheries sur le territoire sont regroupés dans l'Association des éleveurs de bovins et de boucheries du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui prend ensuite le nom de Syndicat des producteurs de bovins de boucherie. C'est quand même étonnant, François, de constater dans les statistiques que le nombre de fermes consacrées à l'élevage d'animaux de boucherie a plus que doublé entre 1966 et 1985. On passe de 105 fermes à 370. Dans les dernières années, cette activité a connu un essor considérable, bien qu'elle ne soit pas à l'abri de maladies et de défis menant au recul de la production pendant certaines périodes. Prenons par exemple l'épidémie de brucelliose qui décime plusieurs troupeaux de bêtes, comme c'est le cas chez Bertrand Bélanger à Normandin en 1963. Tout cela est sans compter des incendies qui brûlaient des étapes tout entières, malheureusement. L'élevage porcin, pour sa part, est en premier lieu décentralisé. La plupart des fermes ont des porcs en plus de leurs vaches laitières. C'est à partir des années 60 que des éleveurs se spécialisent et développent de grandes porcheries, qui existent encore, bien sûr. Avec le temps, on vise de plus en plus la spécialisation. Le domaine évolue constamment afin de favoriser une production optimale et toujours en respectant les normes et codes de pratique en vigueur. Ça va de soi. Ça fait le tour un peu pour cette capsule, François. On pourra revenir avec d'autres sujets qui vont mieux compléter un peu tout ce qu'on peut dire sur l'industrie alimentaire. Et ce qui est marquant de la production de boucherie, c'est qu'assez tôt, il y a eu ils se sont organisés. Vous avez fait part de beaucoup d'organisations, de syndicats. C'est un domaine qui s'est organisé assez rapidement. Oui, c'est quand même surprenant de voir que dès le début, les gens savaient s'organiser puis savaient former des unions pour pouvoir unir leurs forces, justement. Très, très intéressant. Fait que je vous dis encore un gros merci et à bientôt. À bientôt, François. Le moment tant attendu pour Roger est arrivé, la récolte des fruits. Une gestion des bassins d'eau est primordiale. Chaque membre de l'équipe connaît son rôle et s'applique à la tâche dans des conditions météo très favorables cette année, ce qui n'est pas coutume lors de la récolte. Fait qu'on la récolte est bassin plein? Oui, commencé, on a le 3/4 de nos champs complètement cueillis. Fait qu'on s'en va vers la fin. Il nous reste 2 vannes à cueillir. Puis, c'est ça. Puis en gros, là on voit un peu les étapes. Ah, les étapes d'une cueillette de canneberge, bien écoute, ici on a 19 champs qui ont 10 pieds de différence de dénivellation. Le premier, mettons, est à 1 pied, l'autre est à 10 pieds plus bas. Fait qu'on monte notre eau dans les premiers champs, on cueille nos premiers champs. Au fur et à mesure qu'on a cueilli nos premiers champs, on descend à l'eau pour cueillir les derniers qu'à un moment donné, on n'a plus besoin par gravité. Les champs sont complètement inondés là, pour que les fruits puissent flotter, c'est ça? Oui. Quand on récolte, il faut rentrer à peu près, je vous dirais, 6 pouces d'eau à travers les plaines. OK. On passe mon gate arrow, on appelle un gate arrow, c'est des griffes qui font juste frotter ces plants puis qui détachent le fruit, qui flotte. Puis avec 6 pouces d'eau, bien, ils ne pognent pas en dessous des revers. Après ça, on donne un pied d'eau à peu près, comme vous voyez là, pour pomper. Et là, on pompe les fruits dans une vanne. On a une pompe à fruits qui est en bas. C'est comme une pompe à l'eau, mais les palettes sont rondes pour ne pas briser les fruits. OK. Donc, on monte les fruits en haut, sur le step en haut. En haut, on a un grillage avec des jets d'eau que les fruits passent au-dessus. Les feuilles rentrent à travers le grillage, s'en allent dans le trailer avec l'eau, puis ils retournent dans le champ. L'eau retourne dans le champ, les feuilles restent dans le trailer. OK.
Fait que, puis les bons fruits s'en allent dans la vanne. C'est un petit peu le système. Il faut tout gérer un petit peu l'eau pour pas que les champs débordent, pour pas que tout fonctionne. Il faut que je sois prêt le matin quand mon personnel arrive pour cueillir les fruits. Parce que s'ils attendent après moi pour l'eau, il faut que je la monte durant la nuit, que je stabilise mes champs. OK. Toute l'eau, ça a été monté cette nuit? Ben, j'ai détaché ces fruits-là hier. OK. J'ai monté l'eau durant la nuit. Puis le matin, ben, on était prêt à cueillir les 2 champs là. OK. C'est pour ça qu'il faut le faire un petit peu. Il faut penser d'avance, si on veut. Hein? Comme là, j'ai un champ détaché de l'autre bord de ceux-là. Là, je suis en train de faire monter l'eau pour qu'on les cueille après ceux-là. Quand tu dis détaché, c'est que tu as passé avec ta griffe, tu as arraché les fruits. Là, les fruits flottent. Les fruits flottent dans 6 pouces d'eau. Là, tu vas l'augmenter cette nuit pour la récolter demain? Je l'augmente là. OK. Cette eau-là, tantôt, je la prends, je la traverse le champ, puis elle va traverser dans l'eau. La vanne, probablement, ne sera pas pleine. Fait qu'il faut la finir là. Il va être récolté aujourd'hui? Oui, il va être OK. récolté aujourd'hui. Des fois, quand on ne fournit pas, ben là, les champs sont... On n'a pas une bonne récolte cette année. C'est une récolte assez médium. OK. Fait que, c'est pour ça que ça prend plusieurs champs. Écoutez, la différence, là, il y a 2 ans, le champ 19 m'a donné une vanne complète. Puis là, ça prend 3 champs pour une vanne. Cette année. Fait que c'est un petit peu... toute la culture, c'est ça. Hein. La météo, il faut vivre avec. T'sais, on a eu un printemps tôt. On prétend que les bourgeons vont geler un petit peu au printemps. OK. Donc, c'est pour ça que... Ils ne gèleront pas aujourd'hui. Ils ne gèleront pas aujourd'hui. On a une belle météo pour cueillir. C'est rare qu'on cueille une humain. Là. Ah ouais? C'est ça que je parlais avec les gars. Ils disaient que c'est pas rare que vous êtes dans la glace à ce temps-ci de l'année. On est souvent dans la glace. Parce qu'il faut attendre quand même d'avoir un certain sucre dans la canneberge. OK. Taux de tassis qui dit. Fait qu'on fait des analyses, on trime tout pour que... Mais nous autres, au Lac-Saint-Jean, on a les degrés de jour pour la période de fructification de l'été, plus courte qu'au centre du Québec ou ailleurs. Fait que faut cueillir un petit peu plus tard pour avoir une qualité de fruit. J'ai quand même 2 de bonus quand que je cueille, quand mon fruit a le tassis roulu. C'est 2 sur... si on cueille 800 millimètres, c'est quand même pas à dédaigner. Il n'y a pas d'eau, là? No problème? Bien. Moi, c'est la première fois que je mange une canneberge fraîche de même. Ça, c'est assez frais. Si on veut savoir si la canneberge est mûre, les petits noyaux sont rendus bruns. Oui. Ça, c'est correct. Puis, quand on en pogne une... Regardez, une moins mûre, elle commence à être quand même mûre. OK. C'est le temps de l'accueillir, d'une manière ou d'une autre. Bon. Je mets un petit triangle. Dégustation finie. Je mets un Ouais, là, petit faut pas que tu perdes tes fruits. Ouais. Ben, je les perds jamais, là, mais... Ouais, ils vont dans le champ à côté. Ils vont dans le champ à côté, puis quand je n'ai trop épais au bord, ben, ça va pas bien pour quand que je détache mes fruits. Ouais. Bon, on va essayer de pas se mouiller.